C'est synthétique. D'accord. Alors, c'est un tissu endométrial qui va aussi recevoir les incitations hormonales. Maintenant, vous comprenez. L'endométriose, chez qui? Quel type de patient? En âge de procréer, en pleine activité génitale. C'est pour cela qu'on ne voit pas beaucoup d'endométriose. Actuellement, on peut voir en tout cas, ce sera pendant la période de l'activité génitale. C'est pour cela qu'on ne voit pas d'endométriose chez les petites filles, les fillettes, et on ne voit pas d'endométriose, en tout cas de nouveau fillettes, et on ne voit pas d'endométriose, en tout cas de nouveau d'endométriose chez les ménopausées. Sauf si elle avait déjà de l'endométriose, elle reste un tissu qui va petit à petit se résorber. Ok? Alors, c'est une pathologie chez la femme en pleine activité. Ok, tous les trois. Ouais, non. Il ne faut pas faire bouger parce qu'il est. Ok. Alors, c'est ça. C'est une ectopie d'un tissu endométrial. Le tissu. Qu'est-ce que vous dites? Le tissu endométrial, c'est des glandes et du stroma de localisation extra-utérine. C'est un tissu ectopique qu'on verra plusieurs fois. Alors, on a compris. Tissu endométrial, c'est la femme en pleine activité médicale. C'est un tissu qui se trouve de façon ectopique, anormale, soit au niveau du myomètre, soit de façon externe. Ok? Et il va recevoir les mêmes incitations hormonales. Alors, c'est une pathologie très ancienne. Alors, on dit qu'on connaît ça par les Égyptiens, déjà 1855 avant Jésus. D'accord. Crise d'hystérie. Et pour moi, c'était normal. Apparemment, c'est tout à fait normal, c'était des douleurs. Ce n'est pas normal, c'est d'avoir des douleurs atroces jusqu'à avoir pratiquement une crise d'hystérie. D'accord. Après, c'est M. Rokitansky, c'est un anatomopathologiste. Il faisait son examen anatomopatologique et il a vu un tissu endométrial. Mais le père de la endométriose, c'est M. Simpson en 1927. Il a parlé de l'endométriose, le non-endométriose. Ça, c'est un gynécologue. Ok? Pourquoi c'est important? Même dans votre programme, il faut qu'il y ait le cours d'endométriose. Why? C'est très répandu. Pratiquement une femme sur 10. D'accord. Une femme sur 10 qui souffre de l'endométriose. Le problème de l'endométriose, on a au-delà de 170 millions d'endométriosiques ou femmes endométriosiques dans le monde. Et certainement, on est en train de les sous-estimer. Parce que le diagnostic est tardif. Vous savez quand est-ce qu'on fait le diagnostic? Quand par exemple une personne souffre, elle a des dysménorrhées, elle a des dyschésies, on verra tout à l'heure la symptomatologie. On fait le diagnostic le plus souvent 7 ans après le début de la symptomatologie. 7 ans. 7 ans, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Parce qu'on risque d'avoir une endométriose évoluée. Une endométriose qui va encore comprimer d'autres organes, on verra tout à l'heure la physiopathologie. D'accord? C'est pratiquement un problème de santé publique. Problème aussi de santé publique, parce que ça cause le plus souvent. Quelle est la symptomatologie? Qu'est-ce que vous connaissez comme symptomatologie? Et quand vous avez des douleurs métriques pendant les règles, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Sinon, vous restez à la maison, c'est un absentéisme socio-scolaire ou un absentéisme quand vous allez travailler. Maintenant, il y a un état, je crois qu'en Allemagne, la femme endométriosique, elle a le droit de prendre un congé, un petit congé, un année de travail, une année de scolarité quand elle a ses règles. C'est tout à fait normal parce qu'elle a mal. Elle a mal, elle n'est pas productive cette femme. Et c'est tout à fait, c'est qu'on retourne là-bas. Alors oui, l'épidémiologie, en plus on est en train de sous-estimer.
au-delà de 170 milliards dans le monde entier. Et regardez aussi qu'est-ce qu'elle cause cette endométriose pour la fertilité. À 50% les femmes endométrioses sont infertiles et quand on a une infertilité d'origine féminine, pratiquement dans 40% des cas, on trouve de l'endométriose. Je vais vous expliquer comment. Okay? Là, c'est une pathologie assez lourde. Le diagnostic de façon précoce, parce que vous allez commencer par des généralistes. Certainement, vous allez avoir dans vos consultations des femmes qui viennent consulter pour douleur. Il ne faut pas passer à côté de l'endométriose. Il faut toujours y penser. On n'a pas le droit de dire c'est douleur, c'est fonctionnel, c'est tout à fait normal. Une fois que tu vas marier, c'est bon. Oui, il y a une petite part de vérité parce que le corps va s'ouvrir, surtout après le premier accouchement. Mais moi, je suis obligée d'éliminer l'organique avant le fonctionnel. Si vous avez des microragies post-ménopausées, qu'est-ce que vous allez dire à votre grand-mère? C'est fonctionnel. Non, c'est peut-être fonctionnel. Le plus souvent, c'est fonctionnel. Mais moi, je suis obligée d'éliminer l'organique. Qu'est-ce qui est l'organique dans la microragie? C'est surtout le cancer de l'endomètre, le cancer cervical, surtout le cancer de l'endomètre. Là, je suis obligée de ne pas passer à côté avant de dire oui, c'est fonctionnel, ce n'est pas méchant, c'est une hypertension, c'est un traitement, vous êtes sous symptômes, c'est le symptôme qui fait signer. Ok? Alors, endométriose, c'est une maladie organique, c'est pas fonctionnel. Et ce n'est pas normal d'avoir des douleurs pendant les règles. Ce n'est pas normal. D'accord? Douleurs pendant les règles, pardon, ce n'est pas normal. Ok? Alors, quels sont les facteurs de risque? L'âge, c'est tout pas mal parce qu'on a dit c'est une pathologie chez la femme en pleine activité génitale. Elle va chez la femme de 17 ans jusqu'à pratiquement 45 ans ou 40-45 ans, juste avant la ménopause. La race blanche, pourquoi la race blanche par rapport à celle qui a une peau noire? Why? C'est un biais de sélection. On dit celle qui a la peau blanche se plaint tout le temps par rapport à celle qui a la peau voilà, c'est juste un biais de sélection. Okay. L'information est terrible. Alors, si vous avez par exemple une agénésie cervicale ou une sténose au niveau du cervical, cervical c'est quoi? C'est le droit. Très bien. Qu'est-ce que vous allez avoir? Voilà. Vous allez avoir une accumulation du sang. D'accord, une accumulation du sang et le sang va faire qu'il y ait après peut-être une endométriose, une dysménorrhée et une endométriose. D'accord, alors les malformations. Une ménarchie précoce. Alors, l'endométriose est en rapport avec les règles. Si vous avez des règles, vous risquez d'avoir l'endométriose. Si vous n'avez pas de règles, vous n'avez pas d'endométriose. C'est ça. C'est une ectopie. On verra tout à l'heure la physiopathie. Alors, celle qui va faire une ménarchie, c'est quoi la ménarchie? Première. Alors, c'est celle qui va avoir une ménarchie à 11 ans et une autre à 17 ans. Quelle sera la plus exposée? 11 ans, parce qu'elle aura plus de règles. Après, c'est exactement le même syllogisme. Menstruation abondante, c'est tout à fait normal parce qu'elle a des règles abondantes. Et quand on a des règles abondantes, on peut avoir un reflux tubaire. Et même si vous n'avez pas de l'endométriose, vous allez faire une échographie chez une femme en plein règle, vous allez avoir une petite quantité de liquide à l'intérieur. Parce qu'on peut avoir une petite reflux. Sénon cervical, je vous ai expliqué. Une gestation tardive. Celle qui ne fait pas une grossesse jusqu'à l'âge de 35 ans, elle est plus à risque de faire de l'endométriose. Why? Celle qui ne fait pas une grossesse jusqu'à l'âge de 35 ans, elle est plus à risque de faire de l'endométriose. Why? Non. Alors celle qui se marie à 24 ans et elle fait chaque 2 ans, 3 ans une grossesse. C'est normal. Elle fait une grossesse, elle allait pendant 2 ans, elle n'a pas de règles. Elle fait une grossesse, elle allait, elle n'a pas de règles. Elle est protégée. Elle est protégée parce qu'elle n'a pas. Celle qui ne fait pas une grossesse jusqu'à l'âge de 35 ans, elle est déjà exposée parce qu'elle avait plusieurs cycles menstruels. Alright? Okay. Très bien. La gestation, la nullipare est exactement la même chose. Et la viande rouge, on dit pas. C'est un facteur de risque, elle est consommatrice de viande rouge. Ok. Oh, et puis il y a d'autres, vous allez trouver celle qui porte le jean serré aussi, pas mal de choses, mais on n'a pas de preuves scientifiques. D'accord, pour dire que c'est rien.
une femme ou une fille adolescente endométriosée, alors vous avez le risque chez la sœur multiplié par 6. D'accord. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé des jumelles qui avaient de l'endométriose et ainsi de suite. Le problème avec l'environnement génétique, c'est qu'on n'a pas un seul gène. Est-ce que vous connaissez une pathologie où on connaît le gène? Exemple, vous avez fait la pédiatrie? Ah, ça. D'accord. Alors, quelle est la mucoviscidose, par exemple? On connaît le gène. Le diabète, est-ce qu'on connaît le gène? Non, on ne connaît pas le gène. Le cancer, on ne connaît pas un seul gène. L'HCI, on ne connaît pas le gène. C'est exactement la même chose que l'endométriose. On sait qu'il y a des facteurs génétiques, mais on n'a pas un gène spécifique pour cela. Ça aurait été bien d'avoir un gène spécifique. Comme ça, on va faire une thérapie génique après. Alors, les facteurs immunologiques, oui, peut-être qu'il y a une réaction immunologique chez la femme endométriose exagérée ou altérée par rapport à une autre femme. Les facteurs hormonaux, les facteurs pollution. La pollution, les perturbateurs endocriniens et tout ça. La physiopathologie, on va prendre la physiopathologie, il y a plusieurs théories. La première théorie, c'est la plus connue, c'est la théorie de M. Simpson. Il a découvert ça en 1925 pratiquement, c'est la théorie d'implantation et de reflux. On verra tout à l'heure c'est quoi. La théorie immunologique et la métaplasie, c'est l'immunologie. Alors, on va commencer par la théorie de reflux. Tout ça pour vous dire que la physiopathologie est un tout petit peu énigmatique. C'est pour cela, aujourd'hui, on n'a pas un traitement de la maladie. Qu'est-ce qu'on a? Un traitement juste symptomatique. On traite le symptôme. Elle est infertile, je vais traiter cela. Elle a des douleurs, je vais traiter cela. Elle a des dyskinesies, je vais traiter cela. Mais je ne fais pas un traitement pour la maladie elle-même, pour éradiquer la maladie. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas la physiopathologie exacte de cette pathologie. On ne connaît pas la physiopathologie exacte de cette pathologie. D'accord. Alors, la théorie de reflux, celle qui a été décrite par M. Simpson. Alors, qu'est-ce qu'il dit, M. Simpson? Il y a du sang. D'accord. Pendant un rapport sexuel, nous sommes à J14, rapport sexuel, vous avez de la glaire. Un rapport sexuel, le spermatozoïde va monter comment? Jusqu'à la trempe. Je te tiens, mais comment il va monter? Les flagelles, encore. Est-ce que vous avez une autre idée? Hein? Les reflets des films. Aidé par la glaire. Aidé par la glaire, c'est très bien, mais autre chose de plus important. Mais les flagelles, vous avez dit, mais il y a quelque chose de plus important. Alors, c'est les contractions. Au milieu du cycle, nous avons quoi? Nous avons les deux hormones qui sortent quoi? Nous avons les deux hormones qui sortent l'hormone d'oestrogène et qui est sécrétée. Qu'est-ce qu'elle fait cette oestrogène? Elle va créer une hypercontractilité. Pas une hypercontractilité, c'est normal, c'est physiologique. Les contractions dans l'utérus, deux types. Vous avez des contractions du col vers la trempe pour faire remonter le spermatozoïde, surtout à J14. Mais par contre, pendant les règles, qu'est-ce qui va se passer? C'est le contraire. Pendant l'accouchement, qu'est-ce qui va se passer? C'est le contraire. Alors, il faut savoir que l'utérus se contracte. Il faut avoir ça. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant les règles? Pendant les règles, on a une hypercontractilité de cet utérus. Qu'est-ce qui va faire? Il va y avoir un reflux. Le reflux est tout à fait physiologique. C'est que je dis, même chez la femme non endométriosée, vous allez avoir un petit reflux de sang. D'accord. Vous allez avoir un reflux du sang dans le tissu ectopique au niveau de la cavité utérine. Une femme ou une adolescente, donc l'immunité est de bonne qualité, qu'est-ce qu'elle va faire? Directement, elle va phagocyter. L'immunité est de bonne qualité, qu'est-ce qu'elle va faire? Directement, elle va phagocyter ce tissu endométrial, ces cellules ectopiques, le sang. D'accord. Une autre, qu'est-ce qu'elle va faire? Il va y avoir un afflux de cellules inflammatoires, mais en vain. C'est sans résultat. Alors, l'une, la normale, elle va avoir un petit reflux, mais il va y avoir les macrophages, ils vont vider tout cela, ils vont tuer tout cela. L'autre, elle va essayer de vider, elle va essayer de tuer ce tissu endométrial, de phagocyter, mais en vain, elle n'arrive pas à le faire. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Encore, elle va appeler d'autres cellules inflammatoires. Et qu'est-ce qui se passe quand on a des cellules inflammatoires, quand on a beaucoup d'inflammation? Granulome, très bien. C'est ça, qu'est-ce que ça va faire sur le douleur? That's it. Parce que là, on a des douleurs. Alors, l'endométriose est toujours en relation aussi avec l'inflammation. L'inflammation.
D'accord, on a des douleurs. Alors, vous avez un tissu inflammatoire. Qu'est-ce qui est la cicatrisation? Qu'est-ce qu'on a? Inflammation? La fibrose. Et après, qu'est-ce qui va se passer avec la fibrose? Il va y avoir des phénomènes de rétraction. Alors, le plus souvent, l'utérus va être... c'est logique, c'est de façon d'équilibre. Vous allez avoir du sang au niveau du... en arrière. Où ça? Trompe. En arrière, au niveau de la cavité. On appelle ça comment? Non, en arrière. Juste. Alors vous allez avoir du sang, le sang certainement il va s'accumuler en arrière le plus souvent parce qu'il a du vide en arrière. Qu'est-ce qu'il y a? Le cul de ça. Alors il va s'accumuler, c'est ça, c'est la gravité. Il va s'accumuler au niveau du cul de ça de Douglas. Après on va avoir de la fibrose. La fibrose surtout au niveau des ligaments. Je vais vous montrer tout à l'heure les ligaments utérosacrés. C'est quoi utérosacré? C'est des ligaments qui relient l'utérus jusqu'au sacrum. Il va y avoir une rétroflexion utérine. Ici, j'aurai une rétroflexion vers le bas, parce qu'il y a des fibroses. Qu'est-ce que je vais avoir pendant le mois? Si j'aurai un reflux en avant, je peux avoir de la dysurie, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord? Tout ça. Alors, l'endométriose, c'est un ectopie, c'est une ectopie d'attention, mais avec une inflammation. L'inflammation qui est source de douleur, et on dit aussi la douleur, tout qu'on a aussi une atteinte nerveuse. D'accord? C'est une hypothèse, mais il faudra juste savoir qu'il y a une inflammation associée. Alright? Ça, c'était la théorie de reflux de M. Simpson. Ok, voilà, c'est la reflux. Il y a d'autres théories, la théorie immunologique. Je vais vous parler juste de la théorie de métaplasie de Mayer en 1919. Alors, Mayer, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la cellule pleurale, la cellule au niveau du péritoine, célomique, c'est une cellule pluripotente. C'est quoi pluripotente? Qui donne beaucoup de... Très bien. C'est quelle? Très bien. C'est ça, plusieurs. Pas plus, oui. Elle est issue de plusieurs. C'est qu'elle peut se métaplaser en n'importe quel tissu. D'accord. Elle décide de se métaplaser en tissu endométriel. D'accord. Ça, c'était une hypothèse. D'accord. Ça, c'est une hypothèse. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé l'endométriose chez les hommes. Pas que les femmes. Why? Alors, ils ont trouvé de l'endométriose chez les hommes. Mais c'était dans des cas un peu particuliers. Ils ont trouvé de l'endométriose chez l'homme qui avait un cancer de la prostate sous oestrogène. D'accord? Parce qu'il y avait l'hormonal, peut-être une métaplasie d'un tissu, mais c'est rare. D'accord? Mais la première théorie est toujours plausible. On a d'autres théories, de théorie de l'agression de réparation. C'est quoi? C'est que vous allez faire la pédiatrie. Quand on peut avoir une petite crise génitale chez la petite fille à la naissance. C'est quoi une crise génitale chez la petite fille à la naissance? C'est quoi une crise génitale? Vous allez avoir des sécrétions, vous allez avoir un peu de sang parce qu'il y a une chute d'oestrogène quand vous allez faire la délivrance. On dit certainement parce qu'il y avait une chute. Alors, il va y avoir une desquamation de cet endomètre, d'accord, chez la petite fille, et celle qui va avoir une sténocervicale fera après l'endométriose. Ça, c'est une théorie, d'accord. Mais vous pouvez poser la question quand vous recevez l'endométriose. Anyway, la plus récente et la plus développée, c'est l'AIDA. Qu'est-ce qu'il dit l'AIDA? Il y a un problème au niveau de la P450. Je vais vous dire, vous n'êtes pas obligé de reprendre ça, c'est juste pour comprendre. Il y a une hypercontractilité utérine. Et cette hypercontractilité utérine, parce qu'il y a une hyperostrogénie, va créer comme si des fissurations au niveau de myomètre. Vous allez avoir l'adénomiose et vous allez avoir l'endométriose extrême. D'accord, ça c'est plusieurs théories. C'était juste pour vous expliquer. Ok. C'était juste pour vous expliquer. Ok. Oui, il y a une autre hypothèse, des très récentes hypothèses qui disent que qu'est-ce qu'on a en l'endométriose et l'endométriose a un rapport avec des infections à répétition. Infections à répétition ont problème au niveau de notre microbiose à l'intérieur de l'organisme chez l'adolescente ou la femme. D'accord. Alors l'infection, c'est une autre hypothèse. D'accord. Alors, maintenant, quels sont les types? On a vu la physiopathologie, elle est un peu mal élucidée, elle est énigmatique, mais ce qu'on retient le plus, c'est la théorie de reflux, la théorie de reflux. Maintenant, quels sont les types
l'endométriose, nous avons vu, c'est l'adénomiose ou l'endométriose externe. C'est quoi adénomiose? À l'intérieur du l'utérus. Et l'endométriose externe. Ça, c'est de l'adénomiose. Regardez, vous avez déjà vu, vous avez assisté, vous avez déjà vu un utérus à l'échographie. Il est tout petit, regardez celui-là. Il est très épais. Très épais, moi. Parce qu'il y a du sang, parce qu'il y a un tissu ectopique à l'intérieur. Et ce tissu ectopique à l'intérieur, il va recevoir les mêmes incitations hormonales. Et même pendant les règles, il va essayer de se desquamer. Alors ça va créer comme une stimulation du muscle. Le muscle il va s'hypertrophier pour se débarrasser un peu de ce tissu ectopique. D'accord. Alors, c'est ça. Adénomiose, c'est une ectopie à l'intérieur. D'accord. De l'endomètre jusqu'au muscle utérin. Et ça crée le plus souvent une hypertrophie. D'accord. Ça crée une hypertrophie. L'utérus va augmenter. Si l'utérus va augmenter, qu'est-ce qu'elle aura comme symptomatologie, cette femme? L'utérus va augmenter de volume. Qu'est-ce qu'elle aura comme symptomatologie? Comment fonctionnel? Qu'est-ce qu'elle aura pendant les règles surtout? Douleur. Pourquoi une douleur? Elle est trop cyclative de? Elle aurait des ménorragies. Si vous avez un petit utérus, la surface du tissu qui va être desquamé, elle n'est pas aussi importante quand vous avez un utérus gros et vous avez la surface qui va se desquamer est plus importante. Alors on aura une ménorragie ou un trouble de cycle. C'est quoi les ménorragies? C'est trop abondant. Et on aura des douleurs parce que même le muscle va essayer de se débarrasser de se divertifier. Alright? C'est qu'on aura des douleurs. Et on aura, et chez la femme maintenant jeune, on peut avoir de l'infertilité, d'accord? Parce qu'on a quelque chose en désordre, d'accord? C'est pas un utérus normal. Ça aussi, ça cause de l'infertilité, alright? Voilà, les localisations externes, nous avons le plus souvent au niveau des ovaires, on appelle ça comment au niveau des ovaires? Vous avez fait la nappale? Tumeur ovarienne. Endométrium. Ok. Alors, les ovaires 65%, cul-de-sac postérieur. Vous connaissez, c'est quoi? Je vais vous montrer. Cul-de-sac antérieur, le ligament large. C'est quoi le ligament large? Ce qui est en latéral de l'utérus. C'est un feuillet qui va relier le côté latéral de l'utérus jusqu'à la paroi pelvienne. On appelle ça ligament. Alors, les trompes, sigmoïdes, appendices. Vous pouvez avoir au niveau du vagin, au niveau des yeux. Vous avez déjà vu chaque fois qu'elle a les règles, c'est très rare, l'endométriose ophtalmologique et elle saigne pendant les règles. D'accord, elle a des larmes sanguines. D'accord. On peut avoir au niveau de l'appendice. Attention, quand vous allez être en 6e année, en 7e année de garde, vous pouvez avoir des patients qui vont consulter 7e année de garde, vous pouvez avoir des patients qui vont consulter pendant les règles des douleurs épigastriques. Ça devient de plus en plus fréquent. Why? Parce qu'on a des localisations diaphragmatiques. C'est qu'il faut y penser. Surtout à chaque fois quand on vous dit j'ai des douleurs cycliques, pensez à de l'endométriose. Pensez à de l'endométriose, douleur cyclique. Posez toujours la question, est-ce que vous êtes en période alright? Ou là, est-ce que vous faites par exemple en période d'ovulation? On peut avoir aussi des douleurs d'ovulation de façon normale en dehors des voilà, on peut avoir au niveau de canal inguinal, cicatrices, des urtères. Alors, pour la classification pour l'endométriose externe, nous avons l'endométriose superficielle, l'ovarienne et l'endométriose profonde. Alors, on a vu les deux types. Un type, c'est de l'adénomiose. Vous savez maintenant c'est quoi l'adénomiose. Après, c'est l'endométriose externe. L'endométriose externe, moi, je vais la stadifier. J'ai soit l'ovarienne, c'est soit elle est superficielle juste sur le péritoine, inférieure à 5 mm, sinon elle est profonde au-delà de 5 mm. Ovarienne, superficielle, profonde. Ok? Alors, anatomopathologie, vous allez avoir, voilà, macroscopiquement, regardez, ça c'est des vues célioscopiques. Vous allez voir, c'est des taches bleuâtres, c'est des taches rougeâtres. Et quand vous perforez ces petites taches, vous allez avoir le sang de règle. Le sang de règle, il est comment? Il est brunâtre. Vous allez avoir exactement la même chose, d'accord? Vous allez avoir exactement la même chose. Mais celle-là, elle est superficielle, elle est juste sur le péritoine. Elle n'infiltre pas au-delà de 5 mm. Ok?
voilà, regardez, d'autres lésions. Ça, on trouve ça sur le péritoine. Et ça, c'est aussi toxique. Ça risque d'infertilité. Pourquoi? Parce que c'est toxique pour les spermatozoïdes, c'est toxique pour les ovocytes. D'accord? Ça peut causer de l'infertilité. Quelque chose qui va créer de l'inflammation de façon continue. Ok. Les lésions profondes, c'est quoi? C'est une lésion profonde au-delà de 5 mm. Quand vous faites par exemple une célioscopie ou une laparotomie, est-ce que vous pouvez diagnostiquer ces lésions profondes? Très bien, non. Pourquoi? Parce que vous allez avoir juste la partie qui est la partie supérieure de l'iceberg. Mais pour diagnostiquer, qu'est-ce que vous allez faire avant d'opérer la patiente? Très bien. Voilà, l'écho. Je commence toujours par l'échographie. L'échographie, première intention. Après, si vous avez des difficultés, si vous ne savez pas faire l'échographie, si vous trouvez des localisations, d'autres localisations, plusieurs localisations avant d'opérer la patiente, vous pouvez demander l'IRM. Mais première intention, c'est l'échographie. D'accord, l'échographie. Parce que je risque d'ouvrir et je ne vois pas, je vois juste ça, je ne connais pas la profondeur. On ne peut pas avec l'œil, juste par l'échographie ou le diagnostic par l'IRM. Alright? Ça, c'est une lésion profonde. Regardez par exemple ici une bucélioscopie, regardez ce type d'adhérence, ces rétractions, et ça c'est un peu plus profond. Certainement on a fait le diagnostic par échographie ou par IRM, ou quand vous êtes en train de disséquer, normalement si vous avez la lésion elle est superficielle, avec le ciseau vous allez enlever. Mais ça, vous êtes en train de disséquer et vous ressentez que le nodule est encore à l'intérieur, au-delà de 5 mm, ça veut dire abdomen. Mais ça c'est faux, on ne doit pas diagnostiquer pendant l'intervention. Voilà, l'endométrium ovarien, c'est un kyste ovarien ou un pseudokyste. D'accord. Un pseudokyste. Et regardez, ça c'est en arrière, ça c'est les utérosacrés. Vous avez vu l'utérus en postérieur, ça c'est les US. Et regardez qu'est-ce qui se passe au niveau de cette US. Vous avez vu l'utérus en postérieur, ça c'est les US. Et regardez qu'est-ce qui se passe au niveau de cette US. Il est nodulaire, il est épicé. D'accord. Et c'est pour cela qu'il va faire une rétraction. Ici, vous n'allez pas voir l'utérus rétracté en arrière. Pourquoi? Parce qu'il y a le pneumopéritoine, parce qu'on a des instruments pour redresser un peu l'utérus. Ok? Ça, c'est un endométrium ovarien. D'accord? À l'échographie, on fait dans le diagnostic dans 99,99%. Il est facile, c'est un kyste le plus souvent uniloculaire, il est finement échogène en verre dépoli. D'accord, et on fait le diagnostic d'endométriose. Ça, c'est dans endométriose ovarienne. C'est deux kystes ovariens qui contiennent du sang des règles. Et on dit que ce n'est pas réellement un kyste ovarien. Ce n'est pas la même physiopathologie qu'un kyste séreux, vous allez faire à la base. C'est un sang qui va s'accumuler en arrière. Mais le sang, il n'a pas où aller. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un pseudokyste et il va rentrer à l'intérieur de l'ovaire. D'accord? Il va refouler les follicules, parce que les follicules devraient se trouver au niveau de la corticale et non pas au niveau de la médulaire. C'est pour cela qu'on a une diminution de la réserve ovarienne chez la femme endométriose. Vous avez compris? Ça pousse. Ça pousse. Alors, la corticale, elle est à l'extérieur, il va la pousser, elle va être en intérieur, va être au milieu. C'est un pseudokyste. Et regardez, elle a par malchance, elle a deux kystes endométriosiques qui s'embrassent. On appelle ça le kissing ovarien. Et ça, c'est pas tout pneumonie quoi. Si je ne connais pas toutes ces lésions, je vais recevoir une adolescente ou une femme qui consulte pour douleur. Si moi, je ne connais pas tout cela, comment voulez-vous que je diagnostique l'endométriose? Parce qu'actuellement, je peux diagnostiquer, je signe à l'IRM. Je ne suis pas obligée d'opérer la patiente pour avoir un tissu histologique. Vous avez compris? Pour cela, c'est très important de connaître l'examen radiologique. Alors, si je trouve ça, à l'échographie, deux ovaires. Les ovaires, normalement, ils sont latéraux. S'ils sont rétro, il y a quelque chose. D'accord, c'est l'endométriose et ainsi de suite. D'accord. Là, je vous dis, c'est très important le diagnostic radiologique. Voilà. Ça, une patiente qui a consulté pour des dyspareunies. C'est quoi dyspareunie? C'est une douleur pendant le rat. Regardez, on a placé ce spéculum. Qu'est-ce qu'on trouve?
Très très bien. C'est une endométriose cul-de-sac ou vaginale là. C'est un nodule, d'accord, où il y a une kyste vaginale endométriosique. Et c'est tout à fait normal que la patiente consulte pour des dyspareunies. Après elle a refusé l'intervention, elle a fini par divorcer. Oui, parce qu'elle ne supporte pas les rapports. Oui, ça a des répercussions sur la vie conjugale. Ok? C'est qu'il faut bien l'examiner. Ça, c'est de l'adénomiose. Regardez, c'est un utérus qui est enflé, augmenté de volume, surtout au niveau de la portion interstitielle. On appelle ça comme le corps de taureau. D'accord? Et alors, la première partie, on appelle ça la partie interstitielle. Vous avez fait la grossesse extra-utérine. Celle-là, elle est maladie. Elle risque de faire des grossesses extra-utérines chez cette patiente, par exemple, ou infertilité carrément. D'accord? Parce que les trompes sont de mauvaise qualité. Microscopie, c'est un tissu glandulaire. Quand vous faites la biopsie, même sur l'ovaire, vous allez trouver un tissu endométrial avec stroma et avec aussi des cellules inflammatoires, des macrophages hémocytaires. Alors, le diagnostic, devant toute symptomatologie, vous avez devant toute maladie, par exemple, vous avez la symptomatologie, c'est les signes fonctionnels, vous avez l'examen clinique et les examens complémentaires. Maintenant, cette femme, elle va consulter pour. Alors, symptomatologie, des douleurs physiques, des douleurs. Qu'est-ce qu'on nous avons comme autre symptomatologie? Trop de sigles, encore, et surtout, le symptôme le plus important. Vous avez dit trouble du cycle. Voilà, vous avez dit les douleurs. Très bien, c'était ça. Alors, elle va consulter pour douleur, trouble du cycle ou infertilité. Douleur, trouble du cycle, infertilité. Douleur, trouble du cycle, infertilité. D'accord, c'est ça les symptomatologies les plus fréquentes. Elle va consulter douleur et infertilité. Pour les douleurs, le plus souvent, c'est des douleurs cycliques, des douleurs en rapport avec les règles. Des douleurs en rapport avec les règles. Mais à un certain moment, elle a tout le temps mal, elle aura tout le temps mal, on appelle ça des douleurs pelviennes chroniques ou abdominales, ça dépend de la localisation. Et à un certain moment, on aura une cérébration de ces douleurs. D'accord? C'est que le système nerveux va rentrer en. Elle sera tout le temps fatiguée, cette femme. Elle a l'impression qu'elle a tout le temps mal. Et ça va finir par une dépression. Alors, c'est les douleurs cycliques. À un certain moment, surtout quand vous avez des nodules très importants, ça va être des douleurs chroniques tout le temps. Après, il va y avoir une cérébration, on appelle ça une cérébration de la douleur. Et la femme aura tout le temps mal, elle est déprimée, elle est épuisée, elle est fatiguée. D'accord? Ça, c'est les douleurs. Pardon? Oui. Alors, quelles sont les douleurs? Nous avons les 5 D. C'est quoi 10? Dyspareunie, dyschésie. C'est quoi dyschésie? C'est quoi dyschésie? C'est des douleurs à la défécation. D'accord? Les douleurs à la défécation. Admettons, elle a un nodule, c'est-à-dire avec la fibrose, avec un nodule qui va comprimer son rectum, elle va avoir de la dyschésie. D'accord? Des diarrhées, la dysurie. C'est quoi dysurie? C'est douleur pendant la mixture. Très bien. Des douleurs pénétrales, irrégularité, infertilité, pollacurie. On peut avoir complètement asymptomatique. C'est rare tout de même, ça on peut avoir des lésions très importantes et complètement asymptomatiques. Pour cela, il y a une théorie qui dit ouais, il faudrait qu'il y ait une atteinte nerveuse. D'accord? Alors, chaque fois que vous avez des douleurs cycliques, pensez à l'endométriose. Des douleurs localisatrices. Si elle vous dit j'ai de dyschésie, vous allez directement penser qu'elle a un nodule au niveau de l'endométriose. Des douleurs localisatrices. Si elle vous dit j'ai de dyschésie, vous allez directement penser qu'elle a un nodule au niveau du rectum, ou là au niveau de l'US, et il est en train de comprimer son rectum et ainsi de suite. D'accord? En tous les cas, l'endométriose, elle atteint de l'extérieur vers l'intérieur. C'est pas comme un cancer. Un cancer, qu'est-ce qui va atteindre? Par exemple, un cancer du rectum. La muqueuse. Alors l'endométriose, c'est toujours le contraire. Elle adore les muscles. Là où il y a un muscle lisse, il y a un trophée. Il y a même, ils ont remarqué qu'il y avait de l'endométriose cardiaque.
D'accord. Là où il y a un muscle. Par exemple, une femme, elle fait une césarienne. Après, elle vous dit, j'ai des douleurs cycliques au niveau de la paroi. Parce qu'il y a eu une migration jusqu'au muscle grand droit. D'accord. Alors, douleur cyclique, le plus souvent localisatrice, pensez à l'endométriose. OK? Alors, c'est ça, c'est les douleurs. Alors, c'est ça, c'est les douleurs. Alors, on peut avoir actuellement des vulvodémies. Pourquoi vulvodémie? Parce que vous avez aussi des muscles du releveur. Les muscles du releveur au niveau du périnée, on peut avoir des vulvodémies, cystite, une dépression, une fatigue musculaire. Alors, l'examen clinique, l'examen physique, on peut ne rien trouver. L'examen physique, c'est par exemple, vous avez de l'endométriose. Quelle endométriose? Réfléchissez. L'examen clinique est tout à fait normal. Je ne trouve pas de nodule, je ne trouve pas un kyste ovarien. C'est dans l'endométriose, quel type? Non. Superficielle. La superficielle, c'est la seule où on fait le diagnostic par célioscopie ou par cellule. Sinon, l'échographie, c'est très difficile de faire parce qu'elle est superficielle. Quand inférieure à 2 mm, je ne peux pas faire une échographie et diagnostiquer où la lumière. C'est la seule où le diagnostic se fait par célioscopie. Dans d'autres cas, qu'est-ce que je trouve? Je trouve un nodule au niveau de la cloison, du vagin, comme on l'a vu tout à l'heure. Je peux trouver une mobilisation utérine douloureuse quand vous avez une utérus adénomyosique ou vous avez de la fibrose au niveau des utérosacrés. D'accord? C'est ça. D'accord. Anyway. On va voir ce qu'il est de chez moi. Alors, on a vu la symptomatologie, on a vu l'examen clinique. L'examen clinique peut être complètement normal quand vous avez de l'endométriose superficielle. Sinon, vous pouvez avoir un utérus qui est augmenté de volume de l'adénomyose, il est rétroversé. D'accord? Il est douloureux même à la mobilisation. Vous allez avoir les mêmes douleurs quand elle a les rapports parce que vous allez toucher ses US. OK? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme examen complémentaire? On commence toujours par une écho complémentaire. On commence toujours par une échographie. Échographie abdominopelvienne. Abdominopelvienne. Et la pelvienne, c'est l'endovaginale. Ou elle est célibataire, qu'est-ce qu'on peut faire? Elle peut pas, elle est célibataire. Elle est vierge, qu'est-ce qu'on peut faire? Une endorectale. L'endorectale est extraordinaire. D'accord? On a la même vision que. C'est vrai qu'elle est un peu désagréable, mais de qualité extraordinaire, qualité de grand saignement. Alright? C'est que je vais faire une échographie et toujours, quand vous avez une fille, une femme endométriosique, toujours les reins. Attention. On a reçu des patients avec des reins muets. C'est quoi un rein muet? Petite taille. Non, il n'est pas absent. Il est là, mais il n'est pas fonctionnel. Pourquoi? Parce qu'on risque d'avoir un nodule, surtout quand le nodule est supérieur à 3 cm, il va comprimer les uretères. Elle va faire par une hydronéphrose de façon chronique. Elle va passer. Et à un certain moment, elle va perdre complètement son. Toujours quand vous avez de l'endométriose, surtout quand vous avez des nodules, il faut de façon chronique. Elle va passer. Et à un certain moment, elle va perdre complètement son. Toujours quand vous avez de l'endométriose, surtout quand vous avez des nodules, il faut faire une échographie rénale. Après, quand vous ne savez pas faire, vous avez des doutes, vous pouvez demander l'IRM. Le problème avec l'IRM, qui va lire l'IRM? Il n'y a pas de bon radiologue pour la lecture d'IRM. L'hystérosalpingographie, vous avez fait TD. Quelle est l'indication? C'est quoi l'hystérosalpingographie? L'injection de produits. Très bien, c'est une injection de produits de contraste pour voir l'utérus et surtout les crampes. Une seule indication de l'hystérosalpingographie, c'est l'infertilité. Ni fibrome, ni abdominopérindido, c'est l'infertilité. On peut faire une célioscopie, mais la célioscopie actuellement, on ne fait pas de célio pour le diagnostic. On fait une célio pour traiter la patiente. Ce n'est pas un examen complémentaire. Et on peut avoir des marqueurs tumoraux, le CA125 qui est élevé. Vous allez voir dans le cancer de l'ovaire, vous allez trouver le CA125. Ça, c'est un marqueur d'irritation péritonéale. L'endométriose, quand j'ai surtout de l'endométriose péritonéale, je vais avoir une CA125 augmentée. Tuberculose augmentée. Cancer augmenté. Chaque fois que vous avez une irritation. OK? Ça, c'est l'échographie. Regardez. Regardez ici à l'échographie. Qu'est-ce qu'on trouve? Regardez comment il est l'utérus. Il est rétro-fléchi. Il est comment? Est-ce que vous avez une forme de cet utérus? Est-ce que vous avez une forme comme ça? Et surtout de l'endomètre. Comment il est? Il est regardé comme ça. C'est quoi? On appelle ça l'utérus en question mark.
Point d'interrogation. C'est qu'il est retiré. Normalement, il doit être en anti-fléchi, en anti-flexion. Il doit être anti-fléchi. Et regardez, tout ça parce qu'il y a quelque chose ici qui est en train de le pousser en arrière. Il est rétrofléchi. Ça, c'est de l'adénomiose. Voilà. C'est des petits kystes remplis de sang, surtout au niveau de la jonction. D'accord? De sang, surtout au niveau de la jonction. D'accord? Regardez cela. C'est une image 3D pour voir des images d'addition. Parce qu'il y a du tissu qui va rentrer à l'intérieur. Regardez, du myomètre. D'accord, du myomètre. D'accord, ça c'est de l'adénomiose. Ça, regardez, c'est ça le stéréosapingogramme. On injecte un produit de contraste pour voir. Et regardez, ça c'est une trempe qui est comment? Bien, très bien, dilatée, c'est bien. Très bien dilatée, en plus elle est imperméable. Il n'y a pas de produit de contraste qui est sur le cliché. S'il n'y a pas de produit, c'est qu'elle est imperméable. Si elle fait une infertilité, cette patiente, je ne vais pas lui donner un traitement pour induire une grossesse. Ces trempes ne sont pas belles. Les trempes ne sont pas normales. C'est que je dois trouver une autre solution pour cette patiente. Alright? Ça, c'est une image hystéroscopique. C'est quoi hystéroscopie? La visualisation de la cavité. Petite caméra, ce qui se passe à l'intérieur de l'utérus. Regardez, on a ces images, c'est très bien. Ça, c'est une image célioscopique postérieure. Ça, c'est l'utérus, partie postérieure. Ça, c'est quoi? C'est ça, c'est l'ovaire. Celle-là, c'est quoi? C'est la trempe. Très bien. Celle-là, c'est la trempe. Et regardez, ça, c'est le cul-de-sac. Ça, c'est les US, d'accord. Bon, alors, regardez, ça, c'est les US. Ils ont juste mis du jaune là-dessus. Les US, c'est des ligaments qui viennent de l'utérus jusqu'au rectum, tel sacrum, d'accord, jusqu'au sacrum, utérosacré. Alright? Et ça, c'est le torus. Le torus, c'est quoi? C'est la partie supérieure des deux US. C'est très important. Le plus souvent, tout se passe ici. D'accord? Donc, plus de 60%. Il y a du sang qui s'accumule. Pas de le sang, on va créer des nodules comme ça. Des nodules au niveau du torus, elle aura très mal, elle aura l'utérus rétrofléchi, elle aura sa disparu. On peut avoir un nodule qui va comprimer le rectum, le nodule qui va comprimer de façon latérale. Alright? Torus, c'est ça. Parce que vous allez lire, vous allez préparer votre cours, vous allez trouver au niveau du torus, c'est ça, la partie supérieure où les deux utérus sacrés s'accolent au niveau de l'utérus. Là. Alors moi, quand je fais l'échographie, si je trouve un ovaire accolé ici, c'est que c'est pas normal. C'est qu'il y a quelque chose. D'accord, la classification. La classification, c'est la classification de AFSR, classification de la Société d'infertilité américaine. Mais elle est dure, cette classification. C'est qu'il faut l'avoir, l'afficher pour voir. Si elle est superficielle, inférieure à 1 cm, je mets 1, 2, 3, 4. On m'a dossier partiel, on m'a dossier, qu'est-ce qu'il y a au niveau de la trompe, qu'est-ce qu'il y a au niveau de l'ovaire. D'accord? Après, je dois calculer le score pour dire stade 1, stade 2, stade 3, stade 4. Mais retenez stade 3 quand vous avez des endométriomes pratiquement déquilés. Qu'est-ce qu'il y a au niveau de la trompe, qu'est-ce qu'il y a au niveau de l'ovaire. D'accord? Après, je dois calculer le score pour dire stade 1, stade 2, stade 3, stade 4. Mais retenez stade 3 quand vous avez des endométriomes pratiquement des kystes au-delà de 3 cm. Quand vous avez le cul-de-sac complètement oblitéré, tout est accolé, ça c'est pratiquement un stade 4. D'accord? Ça c'est une autre classification. Vous allez taper sur Google hashtag SG classification. Elle est magnifique cette classification. C'est une plaque. Moi, je fais l'échographie. En même temps, je suis en train de remplir comment il est mon ovaire, comment elle est ma trompe, est-ce qu'il y a de l'adénomiose, est-ce qu'il y a de l'endométriose rectale. Et ça va me permettre de bien manager cette patiente, surtout avant une intervention. Je sais qu'est-ce que je vais faire, où est-ce que je vais partir. Ok? C'est une classification un peu plus simple. Il y a une autre classification, une classification, Charles, vous n'êtes pas obligé de retenir ça. C'est sur une tablette, il opère et directement une autre personne. Alors, on a vu c'est quoi l'endométriose, quelle est la physiopathie, la symptomatologie, le diagnostic. Maintenant, comment je vais prendre en charge? Est-ce que vous allez traiter toutes les patientes de la même manière? Non. Je vais traiter selon la symptomatologie. Celle qui consulte pour douleur, je vais traiter sa douleur. Celle qui consulte pour trouble de cycle, je vais traiter les troubles de cycle. Et celle qui consulte pour l'infertilité, je vais l'infertilité. On va commencer par douleur. La douleur, toujours vous allez commencer par
Des antalgiques ou là, des anti-inflammatoires, palier 1 et après vous allez augmenter. Toujours on commande. Peut-être on lui donne juste le paracétamol, ça va marcher. Qui sait? Peut-être en a. Plus souvent ça ne marche pas, mais ça marche avec les anti-inflammatoires. Et les anti-inflammatoires, vous savez, c'est néfaste. Il ne faut pas être tout le temps sous anti-inflammatoires. Si elle vous dit, voilà, le premier jour, au deuxième jour, j'ai mal, oui, là, vous pouvez donner un anti-inflammatoire pendant 2 jours, il n'y a pas de problème. Mais si elle vous dit, j'ai des douleurs chroniques, vous ne pouvez pas donner des anti-inflammatoires de façon chronique. Quelles chroniques, vous ne pouvez pas donner des anti-inflammatoires de façon chronique. Quels sont les risques en prenant des anti-inflammatoires de façon chronique? Ça aussi, ça a une répercussion sur l'HTA. Voilà, sur l'HTA. Alors, pour la douleur, je dois donner un autre traitement. Donc, si elle vous dit j'ai des douleurs cycliques, c'est des douleurs terribles que je ne supporte pas, je n'arrive pas à travailler, je n'arrive pas à partir à l'école, là, il faut supprimer les règles. C'est comment je dois arrêter les règles ou comment je dois arrêter l'abandon de ces règles. Contraceptif, je dois donner une pilule. Maintenant, la pilule, est-ce que je dois la donner de façon continue ou discontinue? C'est quoi continue? Tout le temps, pendant 6 mois, elle va prendre la pilule sans arrêt. Ou discontinue, elle va arrêter. Alors, les études comparatives entre les deux n'ont pas montré une supériorité d'un bras par rapport à un autre bras. Mais pas une femme avec pilule, quand elle saigne de petite abondance, pas comme une femme avec... Alors, soit vous discutez avec votre patiente, soit de façon continue, soit de façon discontinue. Pourquoi? Parce que quand vous arrêtez la pilule pendant les 7 jours, la quantité n'est pas aussi importante par rapport à un cycle normal. Ok? Alors, la pilule pour diminuer les règles ou pour arrêter les règles. Et la pilule, je peux la donner pendant des années. D'accord? Le problème, il est toujours connaître les risques de la pilule. Si elle a sa maman qui a un cancer du sein, d'accord, cancer du sein. Si par exemple, elle vous dit, mon oncle à l'âge de 35 ans, il est décédé, il est décédé certainement par une infarcture du myocarde, peut-être qu'il a des antiparentiques phospholitiques, faites attention, là, cette façon, peut-être je ne vais pas lui donner de la pilule. D'accord, ainsi de suite. Sinon, je peux donner quand vous avez des contre-indications où ça ne marche pas avec la pilule. Maintenant, avant, vous allez, quel que soit le type de douleur, endométriosique ou autre, comment vous allez apprécier la prescription de votre antalgie? Est-ce que ça a donné ou pas? Comment? Vous avez compris? Elle vous dit j'ai très mal. Vous donnez un traitement X. Vous la recevez 3 mois après. Comment vous allez quantifier cette douleur? Échelle. C'est vrai, elle vous dit, ouais, j'avais des douleurs très intenses et maintenant j'ai des douleurs très intenses. Ça, c'est très subjectif. Mais sur l'échelle de VA, la première consultation, elle vous dit, j'ai des douleurs côté 8 sur 10. Waouh, 8 sur 10, je suis obligée de la traiter, cette patiente. D'accord. Au-delà de 5, je suis obligée de traiter. Je tolère les 4, je tolère les 3, mais le 7 et le 8, je ne tolère pas les 7. Je donne un traitement sur pilule. Je la revois 3 mois après, elle me dit, génial, maintenant je suis 2 sur 10, je peux continuer. Je tolère les 4, je tolère les 3, mais le 7 et le 8, je ne tolère pas les 7. Je donne un traitement sur pilule, je la revois 3 mois après, elle me dit, génial, maintenant je suis 2 sur 10, je peux continuer. Si elle n'a pas d'effet secondaire, je peux demander un bilan. Vous allez voir, vous avez fait le cours sur la contraception? Non. Vous allez voir. D'accord, je peux continuer. Si elle vous dit, j'ai toujours la douleur 7 sur 10, vous n'allez pas continuer la pilule. Ça fait 3 mois et ça n'a pas donné. Je vais changer un autre palier, un autre type de traitement. Je vais donner les agonistes. C'est quoi agonistes de la LH-RH ou des enjeux? Je vais bloquer complètement mon axe. Si je bloque mon axe, qu'est-ce qui va se passer? Le problème, alors je peux donner soit agoniste, soit antagoniste. D'accord? Le problème avec les agonistes ou les antagonistes, qu'est-ce qui se passe? Cette femme en pleine activité génitale, jeune, belle, qui veut avoir une belle peau, une belle chevelure, je ne peux pas c'est pour cela la pilule en donnant, même si je donne la pilule synthétique, j'ai tout de même éthylène oestrate, c'est vrai qu'il est synthétique, elle a peut-être quelques effets secondaires, mais j'ai quelque chose. D'accord. Mais cette femme, je vais la bloquer, je n'ai pas le droit de la bloquer au-delà de 6 mois, je dois donner une thérapie. Donc je peux donner des agonistes ou antagonistes, mais je dois donner un tout petit peu d'oestrogène pour son bien-être. Alright? Ok. Alors la douleur, je commence par des antalgiques.
Ça ne marche pas, je vais donner de la pilule. Ça marche avec la pilule. Il y a des auteurs qui parlent de pilule pendant 20 ans. Too much. Mais elle l'a diagnostiqué quand elle avait 13 ans. Pourquoi on diagnostique chez eux peut-être un peu plus précocement? Parce que les filles commencent à avoir des rapports déjà dès l'âge de 13 ans. Chez nous, elles commencent, le plus souvent après le mariage, 25-26 ans, et puis elle a déjà de l'endométriose à 25-26 ans, mais quand elle va commencer à avoir des rapports, elle se rend compte qu'elle a des dyspareunies, qu'elle a des nodules stériles et tout ça. D'accord? Eux, ils commencent déjà à partir de 12 ou 13. Alright? Ok? D'accord. Alors, le traitement médical, sinon oui, pour la pilule, je peux donner un œstroprogestatif, je peux donner aussi un progestatif. D'accord. Je ne vous ai pas dit, mais on dit que le tissu endométrique, on peut avoir chez certaines patientes une résistance au progestatif. C'est que je peux lui donner des progestatifs, elle a toujours mal, là je vais donner des œstroprogestatifs. Si ça ne marche pas, je vais donner autre chose. Alright? Ça c'est pour la douleur, les agonistes, les antagonistes. Oui, maintenant il y a de la physiothérapie. C'est très important. Il est quelle heure? On va terminer. Il y a de la physiothérapie. Apparemment, ça donne de bons résultats, mais on n'a pas de preuves. On a absence d'études épidémiologiques. Vous savez maintenant, pour prescrire quelque chose, ou vous conseillez votre patient, on ne va pas lui dire, je crois qu'on n'a pas le droit de dire ça. Maintenant, c'est une médecine qui est basée sur des preuves. Médecine qui est basée sur des preuves. Je dis voilà, c'est des recommandations. C'est vrai que nous, on n'a pas beaucoup de recommandations de la Société clinique de Ghana, mais on a d'autres recommandations. C'est le collège français, le collège américain. Pourquoi c'est des recommandations? Des recommandations, surtout quand vous avez des recommandations de grade 1, c'est qu'ils ont fait des études robustes. Qu'est-ce que vous connaissez comme études robustes? Comment on appelle ça? Vous avez fait l'épidémie. Méta-analyse, vous avez entendu parler? On n'a pas fait l'épidémie. C'est des méta-analyses ou là, c'est des études prospectives. Je m'appelle prospective. C'est des études que je fais en même temps. C'est-à-dire, je suis en train de faire mon étude. C'est pas comme une rétrospective. Rétrospective, c'est que je l'ai opéré il y a quelques années de cela, ou il y a quelques mois de cela. Je vais retirer ces résultats et je vais les analyser. Prospective, non, j'ai décidé de faire. Elle est plus, il n'y a pas de biais par rapport à l'étude rétrospective et ainsi. C'est qu'ils ont fait des études robustes. Pour cela, on a ces recommandations. Elle est plus, il n'y a pas de biais par rapport à l'étude rétrospective et ainsi. C'est qu'ils ont fait des études robustes. Pour cela, on a ces recommandations. Je peux dire à la patiente, voilà, même si elle a des effets secondaires, même si elle meurt après, je dis, voilà, ça marche. Je le dis à l'évidence-based medicine. Evidence-based medicine. Alright? Physiothérapie, ça donne de bons résultats, mais on n'a pas d'évidence. C'est quoi la physiothérapie? Cette femme, qu'est-ce qu'on a dit? Tout le temps mal, elle est déprimée, c'est qu'elle a besoin de séances de massage. Actuellement, ça, même vous, c'est bien quand on fait des massages, on est vraiment relaxé. Des séances de massage, des séances de yoga, acupuncture, activité physique, du sport. Le problème chez nous, c'est que ça coûte de l'argent. Même nous, on ne peut pas se permettre tout le temps. Ça coûte de l'argent. Eux, à un certain moment, maintenant, c'est remboursé. Parce qu'elle est malade, cette patiente. Elle a besoin de ça comme acupuncture, elle a besoin de faire du massage et tout ça. C'est très important de prendre psychologiquement cette patiente qui a tout le temps. D'accord. Qui a tout le temps. D'accord. Et lui dire, c'est pas de votre faute. Vous avez mal parce que vous avez de l'endométriose et l'endométriose, c'est une pathologie. Il faut la croire. D'accord. Oui, ça c'est la chirurgie. Quand vous donnez un traitement, ça ne marche pas. On va vers la chirurgie. Le plus souvent, c'est une chirurgie lourde. Des fois, c'est plus qu'un cancer. D'accord, c'est plus qu'un cancer. Maintenant, pour les traitements des ovaires, les endométriomes et infertilité, c'est un autre débat. Soit on les opère parce qu'il y a risque de grossesse spontanée dans 50% des cas, soit je les envoie directement vers la PMA. Ok. Pour l'infertilité, c'est ça. Est-ce qu'une patiente qui veut faire des grossesses, vous n'allez pas lui donner un traitement par la pilule. Elle veut faire une grossesse. Soit vous faites de la chirurgie, soit la PMA. PMA, c'est quoi? C'est que les départs des médicaments pour stimulation ovarienne. Ok, c'est pas le PMA. Sur hormonale pour bloquer les règles. Je peux donner un DE progestatif, vous allez voir ça. C'est un stérilet, mais avec une sécrétion de progestatif. D'accord, hormonal. Ça va créer de l'atrophie et la malade n'aura pas des règles pendant pratiquement 3 ans. C'est un bon résultat. Sinon, si ça ne marche pas, ça sera une hystérectomie. Enlever cet utérus avec ses ovaires. D'accord, parce qu'on connaît la source. L'utérus,
Et les ovaires, parce que les ovaires c'est quoi? Parce que les ovaires, c'est eux qui donnent des ondes. Alright? That's it. Est-ce que vous avez des questions?